Le fanservice, un terme qui en rebutera plus d'un. Mais au final, est-ce que le fanservice est aussi néfaste que ça? Parce que dans le fond, peu importe l'œuvre, le lecteur, spectateur, joueur baigne de façon consciente ou non dans le fanservice et parfois même en quasi continu. Que ce soit un combat Naruto Sasuke ou bien les remakes Rouge-Feu Vert-Feuille ou encore une apparition de Dark Maul en toute fin de film, le fanservice est devenu quasiment indéboulonnable d'une œuvre. Mais à l'instar d'un bon outil de jardin, il peut soit te servir à entretenir ton joli potager ou encore te débarrasser de belles mamans. Et quant à savoir laquelle des deux manières est la meilleure, je t'en laisse seul juge. Salut à tous, ici Stark of Thrones. Bonjour. Et aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu du très controversé fanservice. Déjà, qu'est-ce que le fanservice? Eh bien il va s'agir grosso modo d'offrir à ton public ce qu'il veut ou presque, ou du moins quelque chose dont tu sais pertinemment qu'il entraînera des réactions positives. Voilà ma définition certes, simplifiée au maximum du fanservice. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Dans la pratique, ça donnera la mise en avant de personnages comme Sasuke Uchiwa dans Naruto ou encore Crow Hogan dans Yu-Gi-Oh! 5D. Un Star Wars 7 scénaristiquement très porté sur le 4 ou encore une Lucy dans Fairy Tail systématiquement vue dénudée. Oui, parce que quand on parle de FS, Fairy Tail arrivait généralement à passer très difficilement au travers. Mais pour l'instant, on va laisser cette catégorie de côté si vous voulez bien. Et davantage s'intéresser à celui que le public réclame le plus souvent. Celui consistant à mettre en avant un personnage ou un groupe de personnages. Et on va commencer par l'exemple qui m'est personnellement le plus familier. Je parle bien évidemment de Sasuke Uchiwa. Génie du combat mystérieux et taciturne, Sasuke Uchiwa s'est très vite attiré les faveurs de son lectorat. Et ce type de FS là a rapidement découlé sur quelque chose de très notable. Le scénario et l'univers de Naruto s'est alors mis à tourner de façon plus précise autour de Sasuke et des Uchiwa en général ainsi que le Sharingan. Cependant, il ne faut pas douter que le retour de Madara était prévu depuis longtemps, puisqu'une première évocation du personnage se fait lors du premier affrontement de Naruto et Sasuke dans la vallée de la faim. Je suis devenu maintenant un peu un mastermind. Bon, j'entre dans le domaine de la théorie, mais sans l'influence du public. Le clan Uchiwa aurait-il pris une part aussi importante dans l'histoire du manga Naruto? Parce que l'on considère l'émergence du clan Uchiwa comme du fanservice ou non, il n'en demeure pas moins que ça a été opéré très tôt. Et ça rend donc ce FS malgré tout pertinent et ne provoque pas d'incohérence notable dans l'histoire parce qu'il s'est construit en même temps que la dite histoire et la mythologie du manga. Encore une fois, si tant est que l'on considère ça comme du fanservice ou non. Mais si donner aux fans ce qu'ils veulent était à chaque fois une bonne idée, le fanservice n'aurait pas autant mauvaise réputation. Quittons un peu l'univers nippon si vous le voulez bien, pour nous diriger vers celui du cinéma, car je n'ai pas trouvé de meilleur exemple que ce cher Star Wars 7. Parce qu'avec comme seule idée directrice le fait de rapidement rentabiliser les 4 milliards de dollars qu'a coûté l'acquisition de la licence Star Wars à Disney, la compagnie va faire l'erreur ultime d'oublier ce qu'est Star Wars. Ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Une saga qui a toujours fait avancer son média. Mais déjà, avant tout ça, établissons une vérité. J'aime beaucoup Star Wars 7. C'est tout simplement le premier Star Wars dont j'ai eu l'occasion d'aller voir au cinéma. Mais il n'en demeure pas moins qu'en prenant un peu de recul, on en déduit quelques vérités. Notamment le fait que, même s'il recopie sans vergogne à plusieurs points le scénario et les plans de l'épisode 4, il a le mérite de ne pas foutre en l'air toute la post-logie de façon définitive. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est l'exemple typique, la matérialisation devrais-je dire, du fait que les fans parfois devraient arrêter de râler et se taire. Abrams et Disney ont fait tout ce que les fans voulaient. En résulte donc un choix de s'éloigner totalement de ce que la prélogie avait initié en supprimant totalement le contexte géopolitique, ce qui en découle une incompréhension totale des enjeux de Star Wars 7, donc au final une incompréhension totale de la situation de la galaxie. Disney va alors s'appuyer sur ses produits dérivés et son univers étendu pour expliquer cela, ce qui n'est pas le rôle d'un univers étendu. Le film doit se suffire à lui-même. Un univers étendu étant, il n'explique pas, il complète. Et tout ceci parce que certains idiots n'aimaient pas la prélogie pour des raisons tout aussi idiotes. Et je vais m'arrêter là de parler Star Wars parce que j'ai envie de développer, mais la vidéo va faire une demi-heure, ça va être totalement indigeste. Je laisse plutôt ça pour plus tard pour une série de vidéos dédiées à Star Wars. Retenons simplement que ceci est l'exemple typique d'une très mauvaise utilisation du fanservice. C'est nul! Un autre style de fanservice va reposer cette fois-ci sur la relation entre les personnages. Pour reprendre ma précédente vidéo sur DBS, je vais pouvoir citer le combat Majin Vegeta contre Goku, celui entre Sasuke et Naruto, Yamamoto contre Aizen, ou encore lire le combat Dumbledore contre Voldemort. Ce qui rend ces combats pertinents selon moi, c'est que le scénario va guider le fanservice, et non le contraire. Mais surtout, l'auteur va amener à s'opposer de façon harmonieuse et pas du tout forcée deux figures
puissante, inébranlable. Un combat où tu sais que la défaite aura une énorme valeur symbolique. Un combat où tu sais qu'à la fin, rien ne sera plus jamais pareil. Bien entendu, on trouve aussi de façon plus classique les relations de couple. Voir deux personnages se tourner autour des centaines de chapitres durant, finir ensemble, peut avoir quelque chose de satisfaisant. C'est davantage un bonus et une sorte de promesse pour un éventuel spin-off, qu'un élément vraiment majeur de l'intrigue. Même si un Sasuke Sakura me fait me demander si Kishimoto a bien conscience qu'il y a plus d'éléments qui séparent ces deux-là que d'éléments qui les rassemblent vraiment. Le dernier genre de fanservice et le plus décrié selon moi, l'hypersexualisation, raccourci en HS parce que ça va être plus simple à dire pour moi. Il reste bien sûr nombre d'autres genres de fanservice, mais à mon humble avis, après avoir parlé de celui-là, on aura assez d'éléments pour en tirer lors de la conclusion une réflexion qui se voudra intéressante. Bien évidemment, lorsqu'on parle de HS, Fairy Tail évite bien difficilement les balles perdues. Et pour cause selon moi, puisque tout dans Fairy Tail va être prétexte à voir des femmes nues dans des positions suggestives. Ses meilleurs avocats me diront que les hommes ne sont pas en reste, mais bon, ne soyons pas de mauvaise foi, on connaît le lectorat principal de Fairy Tail, s'il vous plaît. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Bizarrement, ça, je n'en doute pas. Le problème avec ce fanservice, c'est que ça ne va rien illustrer la plupart du temps, hormis un gain d'une ou deux pages par chapitre, ainsi qu'un argument fallacieux de vente. L'histoire s'en retrouve à faire du surplace, et c'est vrai qu'il y a des manières un peu plus subtiles pour ce genre de fanservice. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre Nami de One Piece par exemple. Le personnage a toujours été ultra provocateur, jouant de ses charmes et de la ruse pour obtenir ce qu'elle souhaite. Elle est hyper sexualisée, oui, mais ça a toujours fait partie du personnage. C'est quelque chose qu'elle assume et qu'elle utilise abondamment. Normal. Ah oui. C'est évident. Qu'on aime ou pas, là n'est pas le sujet et ça participe au développement de Nami puisque après l'arc Arlong, elle reste très entre guillemets vénale, elle continue d'accumuler de l'argent et ça démontre bien que malgré le passage de Luffy, eh bien l'hypersexualisation de Nami et sa tendance à s'en servir pour obtenir de l'argent fait partie du personnage, fait partie de son développement. Et quand je parle de subtil, je parle vis-à-vis de l'histoire. Pour continuer avec Nami, son tour de poitrine, on va en parler un petit peu puis après c'est fini. Ça ne ralentit pas l'histoire mais en plus c'est raccord avec One Piece dans sa façon de l'évoquer. De manière générale, de toute manière, faut se dire que le fanservice, c'est ni bon ni mauvais. C'est comme l'originalité, faut juste s'en servir avec parcimonie. Ça sert à pimenter une histoire, en offrant divers moments qui vont offrir de bonnes vibes à son lecteur. Mais comme le piment, trop en utiliser peut rendre le tout immangeable. Quelle valeur auraient les deux combats de la vallée de la fin si Naruto et Sasuke s'affrontaient avec leur meilleur jutsu tous les 50 chapitres? Le fanservice, c'est comme tout. Ça implique de la rareté, ça implique de la parcimonie pour pouvoir pleinement en profiter. Et bien souvent, le plus intéressant, ça va se révéler être le moment qui va mener à ce fanservice ou ce qui va en découler derrière. J'ai dit bien souvent. Donc avant de balancer son fanservice, il est peut-être plus intéressant en amont de se demander quel en est l'intérêt pour l'histoire. Par exemple, revoir Vador à la fin de Rogue One est intéressant et pertinent parce que ça va faire le lien avec l'épisode 4. Ça va situer à peu près chronologiquement de façon plus précise le film. A l'inverse, ramener Palpatine sans développer quoi que ce soit à côté démontre une très mauvaise utilisation du personnage au niveau scénaristique parce qu'il ne sert pas l'histoire. De toute manière, je vais être assez absolu là-dedans. Seuls les Sith sont aussi absolus. Quand le fanservice est ton seul argument en faveur de ton récit, c'est que ton récit est mauvais, ni plus ni moins. Du moins, quand ton ambition c'est de soi-disant raconter une bonne histoire. Un peu de retenue. C'est pourtant vrai, je préfère 100 fois savoir comment Luffy est devenu roi des pirates que de voir le dernier chapitre et de voir Luffy roi des pirates justement. Parce que tout l'intérêt va être la construction et la mise en place de ce moment qui lui sera une sorte de bonus. Je l'ai déjà dit et je le répète encore une fois, je le martellerai même jusqu'à ma mort, le fanservice est au service de l'histoire, pas l'inverse. C'est une consécration en quelque sorte. Et il n'a aucunement vocation à combler de façon superficielle les creux d'un scénario. Et comme ultime exemple, je dirais que mettre de la techno dans Mortal Kombat 2 n'en fera pas un aussi bon film que le premier. Sur ces bonnes paroles, je conclue ici cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quels sont vos moments de fanservice favoris. Le pouce bleu et le partage sont également très appréciés si la vidéo vous a plu. Portez-vous tous bien et à vendredi prochain pour la prochaine vidéo.